on peut dire qu'il en existe des formes de magie dans cet univers, parce que le coup du psychique qui peut communier avec les animaux, j'avoue que je n'avais pas vu venir celui-là. En tous les cas, ça se poursuit chez Jon Snow, on verra rien sur Daenerys dans cet épisode, et qui poursuit un petit peu ce que font les sauvageons en parlant un petit peu à Mance, qui dit que ouais, il a réussi à tous les regrouper alors qu'il y avait différentes factions pour leur dire que leur seule voie de salut c'était plus au sud. Voilà, rapidement. Et on présente les wargs, ou comment on appelle ce truc-là en français, en tout cas dans les sous-titres, Zoman. Voilà, ils disent Warg, et c'est sous-titré Zoman, je sais pas si c'est comme ça que c'est dire en français, dans la VF, en tout cas je dis Warg, c'est un peu plus classe, Warg, qui en fait est une espèce de psychique, de médium qui sait communier avec les animaux. Voilà, on présente rapidement ça, histoire de dire que ça existe, ça aura un lien avec ce qu'on verra par la suite, mais voilà, comme ça, wouh. Ça a l'air d'être un cas un petit peu particulier, on verra aussi une petite scène autour de Sam qui est super triste et un petit peu désarçonné par tout ce qui lui est arrivé et qui perd un petit peu pied l'espace d'un moment, mais il se relève après qu'on l'ait un peu encouragé en lui disant hey, tu dois pas mourir tout de suite et tout, et c'est quand même pas mal, hein, c'est pas grand chose, c'est histoire de dire que ça se poursuit un petit peu ça, mais ça appuie bien les personnages et vraiment plus ça va plus je m'attache à Sam, honnêtement. Au début, il était acceptable, un petit peu sympa sans plus, mais plus ça va, plus je m'attache à lui. Vraiment, j'espère qu'il va avoir un moment pour briller. Alors, en tous les cas, ouais, il n'y avait pas grand-chose de plus à dire, c'est juste nos personnages qui poursuivent un petit peu leur situation, en fait. Nos corbacs qui marchent vers le sud, qui rentrent un petit peu vers chez eux, et nos sauvageons qui se déplacent vers le sud aussi. Tout le monde va vers le sud. Sinon, il n'y avait pas grand-chose à raconter, hein, ça faisait pas progresser grand-chose. Dans l'absolu, c'était indispensable, mais ça appuyait les personnages, c'est le plus important. Du côté pouf d'Arya, hein, on la voit rapidement dans quelques scènes, où déjà il y a une petite scène avec Gendry qui demande « Mais si il t'a octroyé le droit de faire tuer n'importe qui, t'aurais pas pu juste dire Tywin, Geoffrey, t'aurais pu mettre un terme à tout ça ?» Et bon, il y a pas la série donne pas de réponse à ça, j'ai le sentiment qu'ils veulent un petit peu réagir à ce que certaines personnes, certains fans de la série ont pu dire en voyant la saison 2, genre pourquoi il a pas donné le nom de Geoffrey ou de Tywin, qu'est-ce que ça veut dire, et il donne pas de réponse. C'est histoire de les taquiner, j'ai l'impression. Après, moi j'avais un petit peu saisi, en tout cas dans ce qui était montré, que elle a agi de façon un peu pragmatique une fois de plus, Arya. Elle pouvait pas juste dire à un assassin de venir buter le roi comme ça. Parce que d'une part c'était vraiment pas sûr que ça marche, et d'autre part j'ai le sentiment que c'est aussi quelque chose qu'elle voudrait faire personnellement, ne serait-ce que Geoffrey. J'ai le sentiment que pour elle envoyer un anonyme se charger de ça, c'était pas forcément la chose la plus satisfaisante à faire pour elle. Après je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres raisons plus poussées à ça, mais pour ma part c'était juste que Arya s'est montrée pragmatique par rapport à la situation du moment, en se disant que si ça se trouve il pourra pas en faire autant qu'il le dit. Mais bon, ça ira peut-être pas plus loin que ça, nous verrons. Peut-être qu'on expliquera ça autrement. Nous verrons bien. En tout cas, ils finissent par tomber sur un groupe de guerriers de la fraternité. Enfin, on la voit cette fraternité. J'avais mal compris certains détails, je croyais qu'ils étaient avec Robb Stark, même si techniquement ils sont plus de son côté qu'autre chose dans l'absolu, mais ils sont pas vraiment avec Robb Stark, mais ils sont pas vraiment avec Robb Stark, c'est des sans-bannières en fait. C'est, d'après ce que j'ai compris en commentaire, les soldats que Keddard avait fait envoyer pour aller capturer la montagne et qui ne sont pas revenus parce qu'ils se sont dit merde, on n'obéit pas à ce roi-là. Apparemment. Enfin bref, il tombe dessus. Il y a pas mal de petits moments où elle essaye de faire un peu sa maline, Arya, sans trop y arriver. J'ai l'impression que c'est court avec
et avec Sirio Forel n'ont pas grandement porté leurs fruits en fin de compte. Je sais pas. Ou alors peut-être parce qu'elle a pas la bonne épée. Elle s'était entraînée avec l'aiguille et donc elle est plus habituée à manier une épée de sa taille, de son poids, qui correspond bien à son poids, et l'épée qu'elle a, ça ne correspond pas. Est-ce qu'elle va réavoir l'aiguille? Moi je trouvais que ça lui donnait un petit quelque chose. Ça l'a personnalisé un petit peu, cette lame-là. Et le fait qu'elle ait maintenant une épée normale, je trouve ça un petit peu dommage. Je veux dire, quitte à partir, elle aurait pu essayer de s'en tirer en piquant sa petite épée à elle qu'elle avait qui correspondait bien à son mouvement. Mais peut-être que ça jouera un rôle, je sais pas. Mais dans l'absolu, oui, c'est ce petit souci, quitte à avoir son arme sur elle. J'espère que cette arme qu'on a mis en place dans les 2 premières saisons sera un petit peu remise sur le tapis. Parce que sinon, c'était juste un élément qui n'avait pas tant d'importance que ça en fin de compte. Alors que ça aurait pu avoir de l'importance. Bon, enfin bon, c'est un détail. Et ils mangent un coup ensemble, se racontent quelques petites anecdotes. Et oui, Arya essaye de faire sa maline, mais se fait un petit peu rabattre le caquet, et elle s'apprête à partir, seulement voilà, la fraternité a capturé le limier. Et c'est pas de veine parce que il connaît bien Arya le limier, et il a reconnu que c'était la fille Stark, et donc ils vont pas les laisser partir comme ça. Pas de veine, hein. Le timing était contre toi, hein. À 30 secondes près, tu pouvais partir. Ça se termine là pour l'instant, et donc ça peut promettre des choses intéressantes. Sachant que, ouais, à nouveau, ils sont sans bannière, ceux-là, donc ils sont pas techniquement du côté de Robb Stark, mais ils sont pas vraiment non plus du côté des Lannister, encore moins. Donc, je sais pas exactement comment ils le prendront, ça, comment ils géreront ça. Ça peut promettre. Et oui, ça montre qu'en fin de compte, le limier a pas réussi à aller très loin en voulant se barrer. Il s'est fait capturer rapidement. Et si Sansa l'avait accompagné, elle aurait retrouvé sa sœur. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Donc, du côté de Sansa, justement, hein, on va en parler un petit peu de ça. Le gros de ce qui se passe à Port-Réal, ça tourne surtout autour de Sansa, qui, au passage, est bien traitée encore. Je le dis ça comme ça. Alors, je sais qu'elle a un nom important, qui représente quelque chose de gros, on le dit rapidement, mais c'est une fille de traître. Et une sœur de traître, et elle est plus promise au roi. Maintenant, donc, pourquoi elle est aussi bien traitée que ça? Pourquoi elle a sa suite? Pourquoi on lui accorde une servante, une suivante comme ça? Je ne sais pas. Pour moi, c'était pas logique. Hein, je sais qu'elle a renié son frère et son père pour être dans cette situation, je comprends bien, mais j'en sais rien. Je demande pas à ce qu'elle soit emprisonnée ou maltraitée, mais pourquoi elle est aussi bien lotie que ça en fait? Pourquoi on la loge aussi bien? Je sais pas. C'est le petit détail que j'ai du mal à saisir en fait. Il doit se dire, oh, on s'en fout d'elle, elle fait ce qu'elle veut. Elle est déjà posée, on en a rien à foutre d'elle. Je sais pas, on va dire que c'est ça. En tous les cas, elle est convoquée par Marjorie et sa grand-mère. La grand-mère Tyrell, qui a un fort caractère que j'apprécie bien, le peu que j'ai vu. C'est ce côté pas langue de bois que j'ai bien apprécié, dans le fait que elle appelle un chat à chat et que les mondanités, ça va 2 minutes, mais merde, quoi. Et si elle a été convoquée, c'est pour qu'on en apprenne plus sur Geoffrey, quoi. Ils savent que la maison Tyrell va se lier à la maison Lannister, et ils ont un petit peu envie de savoir comment est le roi. Et étant donné que Sansa a un petit peu vécu ça, ils veulent la questionner. Il y a Sansa qui essaye d'afficher ce côté, vous savez quoi, il faut ne pas dire du mal des autres, et ne pas être trop franc, parce que la franchise, c'est un petit peu ce qu'a tué mon père, mais au bout d'un moment, elle finit par se confier un petit peu en disant qu'en fait, c'est un monstre, ce type, hein, une espèce de gros sadique, et il n'y aura pas de répercussions, semble-t-il, c'est histoire que le Tyrell soit au courant. Est-ce qu'il va y avoir une petite complicité entre eux? Je ne sais pas trop. Enfin bref, ça amènera à ce que Marjorie prenne un petit peu ça en compte, et elle aura une conversation avec Geoffrey que j'ai bien appréciée, où elle essaie vraiment de le caresser dans le sens du poil. Elle a conscience de ce avec quoi elle jongle, et elle essaie vraiment de faire au mieux en trouvant bien les mots qu'il faut, en disant ouais, il considère qu'une femme doit être à sa place, donc je vais essayer de la jouer femme à sa place, en jouant un petit peu sur ce qui lui plaît, notamment, oui, il a vraiment une facette sadique
qui lui plaît beaucoup, et il joue un petit peu là-dessus. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, d'un point de vue personnel, quand je le vois... Geoffrey, quand il parle de Renly, hein, son ancien promis, il le qualifie de dégénéré par rapport à ses goûts sexuels. Et quand on voit ses goûts à lui, ce qui l'excite lui, le plus dégénéré des deux, je me demande bien lequel c'est. Hein. C'est assez marrant de voir cette considération de sa part. Hein. Et ouais, j'aime bien ce moment de Marjorie qui fait preuve d'intelligence pour le manipuler, le mettre dans sa poche en prenant des pincettes, en prenant des gants, en sachant bien trouver les mots qu'il faut pour l'avoir. C'est un moment d'intelligence du personnage que j'aime beaucoup. Marjorie, depuis 2 épisodes, depuis ce début de saison, je suis pris dans le personnage. Vraiment. J'espère qu'elle n'aura pas eu une fin sans cérémonie un peu frustrante, comme je le crains, mais sur le coup, là, je trouve qu'elle gère bien. Marjorie, un nouveau personnage qui se met sur le devant de la scène, qui marque bien. Encore autour de Sansa, on a Shae qui s'inquiète pour elle, parce qu'apparemment elles ont noué un lien, maintenant elles sont super copines, un truc comme ça. Ok, et elle s'est un petit peu faufilée dans la chambre de Tyrion, alors que bon, il lui a dit de faire gaffe quand même, parce qu'il faut pas qu'on les voit ensemble, pour lui parler de ça, et c'est un moment que j'ai pas trouvé très génial. Une fois de plus, désolé pour les fans du personnage, mais Shae fait vraiment très peu d'effet en tant que personnage, vous voyez, c'est genre, oh, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, parce que je le veux, oh. Et elle a même ce côté sans chaud que je trouve pas particulièrement intéressant, lorsque et elle parle à Tyrion de la prostituée principale de Baelish. Ah oui, c'est Roth, voilà, c'est Roth. C'est de me souvenir de ce nom-là, apparemment, puisqu'elle va être un petit peu la prostituée importante qui reviendra tout le temps. J'attendais vraiment pas à ça quand je l'ai vu dans la saison 1, je vous cache pas. Et donc ouais, alors que Tyrion parle un petit peu du passé qu'il a eu avec Roth, elle est jalouse, et puis à un moment donné, lorsqu'il parle un petit peu en détail de Sansa et que Tyrion dit ouais mais c'est une belle fille, beaucoup de gens voudront l'épouser parce qu'elle porte un grand nom, en dépit du fait que c'est un nom de traître, à nouveau la logique m'échappe un petit peu mais bon, et elle est jalouse une fois de plus. Oh tu le trouves jolie toi aussi, oh, je suis outré. Et non, je parle d'un point de vue objectif, mais elle continue comme ça. Alors c'est même pas du taquinage, c'est juste chiant en fait. Oh, je suis jalouse à chaque fois qu'il parle de belle fille. Oh, je dois être la seule belle fille à ses yeux. Conneries comme ça, ce genre de comportement que je trouve très con. Vraiment, mais vraiment très con de la part de quelqu'un. Honnêtement, s'il y a bien une chose que j'aurais vraiment du mal à accepter si j'étais en couple avec quelqu'un, c'est le fait que cette personne soit d'une jalousie maladive au point qu'elle accepte même pas le fait que je considère qu'une autre personne est physiquement jolie. C'est-à-dire, je dis pas que j'ai envie de la culbuter ou quoi que ce soit, cette autre personne, mais je la trouve juste physiquement jolie parce que voilà, un critère de beauté, personnellement, je trouve que ça va. Ça veut pas dire que je vais te tromper avec elle, mais bon. Mais c'est ce genre de comportement, je trouve ça complètement foireux. Et si je sortais avec une femme qui me faisait ce genre de crise, je peux vous assurer que ça durerait pas longtemps entre nous, hein. Voilà, c'est le détail, c'est histoire de le dire, rapidement. En tous les cas, ouais, tout ça pour le taquiner davantage et coucher avec lui. Pas l'écouter quand il lui dit « Ah, il faut faire gaffe, ne reviens plus, etc. » Ok, j'en fais que ma tête. Et une fois de plus, ça n'apporte pas grand-chose puisque Tyrion fait pas grand-chose. D'ailleurs, au passage, Tyrion ne devrait pas être au courant de ce que veut faire Baelish, puisque Baelish veut faire sortir Sansa afin de procéder à l'échange avec Jaime, hein. Il n'est pas censé être au courant de ça, Tyrion, c'était pas lui qui a lancé le truc. Ou alors, il joue les idiots, il veut pas partager ça avec son amoureuse. Je ne sais pas, c'est bizarre. Bizarre, voilà. Je sais pas si Shae est inquiète pour ça. À ce moment-là, Tyrion a qu'à lui dire « Oui, mais c'est bon, on a fait ça ensemble, je supervise un petit peu dans mon coin. » Enfin, j'ai un peu supervisé, maintenant c'est un peu plus difficile puisque je suis plus main du roi, mais bon. Non, il le fait même pas. Ok, relation de couple, bizarre, parce que bon, j'accuse un petit peu Shae, mais Tyrion n'est pas non plus parfait dans cette scène-là. Ouais, c'était moyen, hein, très moyen ce passage-là.
Bref, du côté de Bran, on va un petit peu davantage appuyer le fait qu'il parte vers le nord sans s'être fait repérer, et c'est une grosse connerie pour moi. Je suis désolé. Alors peut-être que vous avez une explication, peut-être que le livre l'explique, mais dans la série, ce n'est pas bien fait. C'est fait avec le cul, je suis désolé. Donc ils sont encore en partance vers le nord, tandis que on verra à côté une petite missive de la part des responsables qui devaient libérer Winterfell, qui ont vu que tout le monde était clamsé, hein, décimé par les 20 hommes qui suivaient Theon, et ils n'ont pas trouvé le corps de Bran et de son frère. Donc ouais, ils se disent, oh, il doit être capturé par Theon sans doute. La question que je me pose, mais punaise, ils ont dû les voir en quittant cette putain de château, merde! En quittant le château, ils auraient dû voir les 500 hommes qui étaient venus leur prendre. Quelle que soit la façon dont vous présentez les choses, ça n'a aucun putain de sens. Parce que soit les soldats ont fait la fouille du coin et ont vu tous ces cadavres, sauf Bran et son frère, et genre, ils ont pas fouillé le seul endroit où ils se terraient, genre, c'est une espèce de poche dimensionnelle que seul le maître du coin connaissait, je sais pas, c'est n'importe quoi déjà, que personne n'ait pensé aller à cet endroit-là pour les voir, en fouillant la ville, merde. Soit ça s'est passé avant, soit ils sont parés avant que les soldats viennent inspecter les lieux, mais à ce moment-là, ils auraient dû remarquer les soldats en partant, ils auraient dû remarquer les 500 soldats de l'autre type, et donc à ce moment-là, ils auraient pas dû dire « Ah, on part vers le nord !» Non, on dirait vers nos 500 soldats qui sont avec nous. Bordel de cul, sérieusement, vous me prenez pour un con avec ça, c'est de la merde ce truc, c'est le détail qui me fait chier. Donc, ouais, le fait qu'on ait ce fameux moment donc où ils doivent se barrer vers le nord, je trouve ça stupide. C'est super mal amené. Donc, ouais, maintenant qu'ils se barrent vers le nord, on revoit Bran avoir un rêve dans lequel apparaît Newt du labyrinthe. Ça c'est un peu bizarre de voir l'acteur que j'ai surtout connu dans la saga Labyrinthe. J'ai vu aussi dans 2-3 autres films. J'aime bien en tant qu'acteur la saga Labyrinthe. J'aime bien le premier, les autres sont très passables, hein, honnêtement. Mais ouais, ça fait un peu bizarre de le voir jeune comme ça, cet acteur. Et honnêtement, au début, je me suis dit, attends, c'est pas le mec qui fait Peter Pan? Il y a un petit air de famille. Est-ce que ce serait Peter Pan de Once Upon a Time qui l'emmène au pays imaginaire pour oublier cette histoire d'adulte? Je ne sais pas. Ça m'a fait un peu marrer, mais bon, c'est pas le même acteur, donc ça marchait beaucoup moins la blague. Je me suis dit, ah tiens, ouais, je pourrais faire une blague super. Bah non, c'est pas génial, qu'en fait. Dommage. Mais bon, ouais, ils se créeront un lien télépathique au sein du rêve de Bran, parce que ils sont tous les deux des wargs, des médiums qui peuvent communier avec les animaux. Donc grâce à ce lien qu'ils se sont créés, il y a le mec, donc je sais plus comment il s'appelle, on verra sans doute ça en détail quand ça viendra, qui finit par retracer sa position et venir le voir pour l'amener autre part, ailleurs. Apparemment c'est le fils d'un des anciens amis d'Eddard Stark, qui luttait avec lui lors de la rébellion contre le roi fou. Ce qui est intéressant, hein, donc il y a encore pas mal d'autres personnes. On crée des tonnes et des tonnes de clans. Au bout d'un moment, je vous cache pas que ça devient un peu difficile de tout suivre. Ça appuie une complexité, je le reconnais, mais ça devient un peu difficile de tout suivre. Ouais, donc ils discutent, il vient le voir et ça va entre eux quoi. Assez vite, il y a une attache qui se fait. Bon, il y a Osha qui est sur ses gardes au début, mais elle se calme un petit peu quand elle voit que la grande sœur du mec qui l'a mise en joue, qui aurait pu la tuer, ne l'a pas tuée. Donc maintenant ils suivent le mouvement et ils vont pas vers le nord en fin de compte. Ça aussi c'est un truc et qui devient légèrement frustrant pour moi, légèrement, hein, faut pas non plus exagérer, c'est le fait que on réunit tellement peu de personnages, on crée énormément de situations où il y a ce groupe de personnages qui est là, ce groupe de personnages qui est là, ce groupe de personnages qui est là, là, au bout d'un moment je serais pas compte que certains groupes se rejoignent, vous savez.
Et ce qu'on fait à la place, c'est surtout qu'on crée de nouveaux personnages pour cimenter un groupe et pour donner une excuse à ce que tel groupe soit encore éloigné des autres et ne puisse pas y rejoindre tout de suite, presque. Ce qui devient de plus en plus oppressant en termes de diversité de dieux. Ce qui est cool dans un sens parce que ça montre un vrai travail sur les très nombreux décors qui sont mis en place. Je reconnais, mais c'est vrai que ça devient un peu accablant, un petit peu accablant sur les bords. J'espère qu'au bout d'un moment, au bout de quelques saisons, quand même, on finira par avoir des choses qui se recoupent, qui se rejoignent. Quand même, merde. Donc, ouais, c'est là que ça se termine pour eux, c'était pas mal. Le fait qu'il ait cette espèce de communion avec les animaux, Bran, je trouve pas que ce soit particulièrement appuyé avant. Mais j'imagine que ouais, ça peut expliquer le fait qu'il a su pour son père parce qu'il y avait un animal dans le coin, un oiseau dans le coin qui a repéré ça sans doute. Hein, c'est pour ça qu'il a senti que son père était mort. Peut-être. Voilà, on va dire que c'était un tout petit peu appuyé. Mais ouais, j'aurais pas été contre, vous savez, qu'on présente ce concept de Worg un petit peu avant, vous voyez. Mais pas énormément, mais genre 2-3 épisodes avant qu'on présente ça, ça aurait été un peu cool, comme ça aurait un tout petit peu plus cimenté ça, plutôt que de présenter tout ce concept et de dire qu'en plus de ça, Bran en est un au sein d'un même épisode. Le petit détail. Mais ouais, globalement, c'était quand même pas mal. C'est vraiment pas mal comme arc de Bran qui se poursuit, en dépit du fait que c'est de la grosse connerie, que ça repose sur une mise en place complètement conne. Je dirais toujours ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à voir rapidement? Robb, dont on montre qu'il a perdu un petit peu en soutien, semble-t-il. C'était pas dit de façon super claire, mais son confident, son général numéro 1 qu'on voit depuis pas mal de temps, lui a dit que d'après lui, alors franchement, le combat est perdu. La guerre est un peu perdue pour lui, surtout depuis qu'il a épousé Talisa. Donc j'imagine que ça vient de là, quoi. Le fait d'avoir épousé Talisa, ça lui a fait perdre certains soutiens, notamment le mec qui avait promis d'épouser sa fille, sans doute. Ça n'a pas dit clairement. Et peut-être aussi que ça a fait perdre un petit peu foi en leur chef aux autres mecs parce que leur chef en question n'a pas tenu la promesse qu'il a faite pour lui, quoi. Ça fait pas de lui un homme d'honneur. Donc il y a peut-être ça. Mais c'est bien de montrer ce genre de conséquences. Le problème avec ça, et je vais le dire, je l'ai déjà dit quelques fois, c'est que pour faire ce genre de choses, pour amener à ce genre de conflit, faut vraiment mettre en place un couple très fort, pour moi, pour que ça vaille la peine, pour que ça se justifie bien. Et le couple entre Robb et Talisa est mignon. Mais est-ce que c'est un couple très fort qui restera dans les mémoires à titre personnel? Non, hein, j'ai vu beaucoup plus puissant, beaucoup plus prenant que ça en termes de couple. Donc, ouais, cette espèce de bruit qu'on doit faire autour d'eux, c'est pas mérité par rapport à ce qui représente ce couple, la force de ce couple. C'est le petit détail qui me gêne un petit peu. Voilà, c'est histoire de le dire. C'est un peu le souci aussi à faire énormément d'éléments les uns à côté des autres en parallèle. Il y en a certains qui sont voués à être un peu plus expédiés, moins développés qu'ils ne le devraient. Si le couple Robb-Talisa avait été développé de façon plus poussée et plus convaincante encore, ça aurait mieux justifié ça. C'est le truc. Bon, en dehors de ça, il n'y a pas grand chose autour de Robb. Il y a une scène qui est pas mal entre Talisa et Catelyn, où elle s'en veut un petit peu de détester Jon Snow, et sent que, étant donné qu'elle a fait une promesse aux dieux avant, qu'elle l'aimerait et qu'elle n'a pas tenu sa promesse, les merdes qui arrivent à la famille Stark sont de sa faute. C'était un bon discours du personnage, qui appuyait pas grand chose, mais c'est bien d'appuyer le fait que, ouais, il y a toujours cette animosité envers Jon Snow, et elle a conscience que c'est pas de la faute de Jon Snow, mais de sa mère. Et c'est pas lui qui est responsable de ça, mais elle peut pas s'en empêcher. C'est bien appuyé ça, j'apprécie. On a une petite scène avec Theon qui est interrogé par je sais pas qui, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, sur ses raisons d'avoir voulu conquérir à Winterfell.
J'avoue que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que, par le plus grand des hasards, ces hommes, entre guillemets, l'ont vendu à je sais pas qui pour je sais pas quoi? Je ne sais pas. En tout cas, il est interrogé sur ses raisons d'avoir voulu envers Winterfell. Il a dit les raisons basiques. Pour la gloire de mon père, parce que j'ai testé les stars, ce genre de conneries. Ouais, il fait juste torturer un petit peu. Ça lui plaît pas parce qu'à nouveau c'est pas quelqu'un de très fort en fin de compte, mentalement parlant ce type. Mais après ça il y a un serviteur de sa sœur Yara qui lui parle rapidement pour lui dire: ah, votre sœur m'envoie, je ferai en sorte que vous quittiez le coin dans pas longtemps ce soir. Et ça se termine là, donc on verra un petit peu ce qu'il en est. C'est un petit peu mystérieux ce qui se passe, pourquoi il est dans cette situation-là, mais j'imagine qu'on aura des réponses la prochaine fois. Reste à voir le duo Brienne-Jaime, alors que Brienne continue de le faire valdinguer un petit peu en douce à travers les bois. Ils se feront rapidement voir par quelqu'un, un fermier semble-t-il amical, mais malheureusement ce ne sera pas trop le cas, et au bout d'un moment, ils devront passer un pont. Il y aura vraiment cette espèce de dynamique qui continue entre Jaime le railleur et elle, la sérieuse, que j'aime bien. Et au bout d'un moment, Jaime fera une espèce de petit coup, de petit tour pour pouvoir lui piquer une de ses épées en disant: oh, je suis fatigué. Ça force Jaime à l'approcher et donc il a parvient à lui voler une épée, à se libérer de ses liens, enfin en partie parce qu'il a toujours les bras enchaînés mais il est plus traîné par une corde. Et ouais, en dépit du fait, vous savez, d'avoir été traîné, de ne plus avoir combattu pendant très longtemps, etc., il se débrouille encore bien à l'épée puisqu'il arrive à se battre un petit moment contre Brienne, même si Brienne finit par avoir le dessus. Enfin bon, c'était un petit moment intéressant entre ces deux-là. Malheureusement, je sens que ça va pas aller beaucoup plus loin, qu'on va pas grandement développer ça, puisque juste après ça, ils se font aborder par le seigneur du coin, qui est un fidèle de Robb Stark. C'est une chance déjà. Il y a énormément de fidèles des Stark, hein, qui se dit: merde, je vais prendre Jaime Lannister, vous coffrez tous les deux, et de façon à ce que Robb puisse ravoir la main sur Jaime. Donc ouais, elle va pas pouvoir se lutter contre tout ça, Brienne, normalement. Hein, ça se termine là-dessus d'ailleurs, c'est le final de l'épisode, le petit cliffhanger. Et ouais, il y a un petit détail que je trouve un chouïa contradictoire avec ce qui est montré dans cet épisode et un petit peu avant, par rapport au fait que, déjà au départ, si Robb a gardé Jaime sous sa coupe, toujours sous sa vision, hein, sous sa surveillance pendant tout ce temps, c'est par peur que un des siens puisse le relâcher après promesse qu'on le paye, que les Lannister le payent. Et le mec en question, déjà, lui dit: merde, je vais pas tomber dans votre jeu quand Jaime lui propose: ah, je vous paierai si vous me relâchez. Ben non, 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 parce que sinon Robb me butera. Ok, donc apparemment il y a beaucoup de fidèles de Robb. C'est même pas un fidèle puisque il a pas l'air d'être particulièrement grandement féru, fervent de ses idéaux. C'est juste quelqu'un qui lutte pour lui et ouais quoi, il est contre ça. Il est contre ça en dépit du fait que c'est un peu ce que craignait Robb. Donc en fait, Robb n'a pas craint grand chose en fait. Et c'est surtout un peu en contradiction avec le fait que on a dit, il me semble avoir bien compris ça, qu'il est moins bien considéré, que les choses se passent un peu moins bien pour lui, parce qu'il n'a pas tenu une promesse. Donc le fait qu'il a perdu légèrement en soutien et en crédibilité de la part de son armée à cause de ça, ça devrait pas plutôt pencher en la faveur de Jaime qui pouvait davantage soudoyer quelqu'un pour le faire partir. Ou alors vraiment il est tombé sur la faction sur laquelle il fallait pas tomber, celle qui allait dire non rapidement, contrairement à 95% des autres sans doute. Hein. C'est le petit détail, mais bon, c'est une évolution un peu simple de la chose, et je vous cache pas que ce besoin d'étaler ce statu quo, comme quoi Jaime, est-ce qu'il va arriver, est-ce que cet échange va enfin avoir lieu sur autant d'épisodes, au bout d'un moment je me dis: finesse, il va avoir lieu cet échange, oui ou merde?
Vous mettez ça en place depuis tout ce temps, ce serait bien, quoi, de... Il y a des choses qui s'enchaînent super vite et tout, et il y a des trucs comme ça qui, bon, sont un peu importants, je le nie pas, mais ce sont pas non plus les choses les plus fortes en répercussion, qui mettent énormément de temps à s'instaurer. C'est un peu bizarre, en fait. C'est un peu bizarre. Est-ce que cet échange aura lieu? Je ne sais pas. Ça m'a l'air difficile maintenant, mais bon, nous verrons. Sur le coup, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Un peu frustrant. Cela dit, ouais, il y a quelques petits trucs un peu frustrants là-dedans, mais c'était quand même un bon épisode, bien fichu. Une fois de plus, bon développement de perso, surtout autour de Marjorie. J'avoue que Marjorie tire bien son épingle du jeu dans ces 2 derniers épisodes. J'avoue que j'aime beaucoup le personnage. La plupart de nos persos sont fidèles à eux-mêmes, il y a pas mal de rebondissements sympathiques. Arya qui essaye de se débrouiller d'elle-même, je suis toujours pris par ça. Bran et qui rencontre quelqu'un comme lui et on fait référence à l'ancienne rébellion une fois de plus, c'est cool de montrer ça. Il y a pas mal de passages que j'ai beaucoup appréciés et ouais, c'était du bon comme d'hab. Un tout petit peu moins que le premier épisode, mais c'était du bon. À bientôt pour l'épisode 3, bye.